Bonjour, je suis Philippe Fabre et bienvenue dans votre bulletin géopolitique du 15 au 21 mai 2023. Nous commençons tout de suite avec le Moyen-Orient. Turquie, nous sommes toujours en attente évidemment du deuxième tour qui interviendra le 28 mai. Je renvoie au live spécial que j'ai fait la semaine dernière sur l'analyse de l'élection, dont il ressort essentiellement que Erdogan est finalement plutôt favori pour le deuxième tour et il a déjà obtenu la majorité au Parlement. En Syrie, comme prévu, Bachar al-Assad s'est rendu au sommet de la Ligue arabe cette semaine. Selon la télévision d'État syrienne, il est arrivé jeudi soir à Jeddah, en Arabie Saoudite, en prévision donc du sommet de la Ligue arabe qui devait se tenir dans cette ville. Donc après des années d'isolement du régime de Bachar al-Assad, cette arrivée marque véritablement et authentifie le retour de Bachar al-Assad sur la scène diplomatique arabe. C'est la première fois donc en plus de 10 ans qu'il participera à une telle réunion. Arménie-Azerbaïdjan. Lors d'une réunion gouvernementale, Nikol Pachinian a déclaré que la Russie avait décidé d'organiser une rencontre trilatérale de haut niveau sous la médiation du président russe le 25 mai et que l'Arménie avait accepté cette proposition. Pour l'instant, la présence du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'a pas encore été confirmée. Cette annonce est survenue à un moment de vive tension entre les deux pays pour le contrôle du Haut-Karabakh. Le matin du mercredi 19 mai, l'armée arménienne a annoncé la mort d'un soldat qui avait été blessé par des tirs des forces azerbaïdjanaises à la frontière. Et la semaine précédente, j'en avais parlé, un militaire arménien et un militaire azerbaïdjanais avaient également été tués. En Iran, l'élan d'assertivité s'étend aussi à l'est avec l'Afghanistan, en même temps que la sécheresse provoque des tensions sur l'eau dans le pays. L'Iran a déclaré vendredi qu'il conservait le droit de prendre des mesures en réponse ou dans le cadre d'un conflit sur la distribution d'eau avec l'Afghanistan, où la construction d'un barrage sur une rivière limite le débit d'eau vers l'Iran qui fait face à une sécheresse. Et pour les pays un peu en tension hydrique comme ça, c'est très courant les conflits géopolitiques à propos du barrage qu'il y a dans un pays et qui empêche l'autre pays, le pays qui est en aval, d'avoir toute la ressource en eau qu'il voudrait. Depuis des décennies, la répartition des eaux de la rivière Helmand, d'une longueur de 1150 km, qui prend sa source dans le centre de l'Afghanistan, crée des tensions. Cette rivière permet d'irriguer de vastes terres agricoles dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran. En 1973, Téhéran et Kaboul avaient signé un traité, qui accordait à l'Iran le droit d'utiliser 22 mètres cubes d'eau par seconde des eaux de la rivière, avec une possibilité d'obtenir 4 mètres cubes supplémentaires. Cependant, l'Iran accuse l'Afghanistan de ne pas respecter cet accord, en particulier en raison du barrage de Kajaki, l'un des principaux barrages hydroélectriques du pays, qui limite donc l'approvisionnement en eau de l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères iranien a déclaré dans un communiqué que, je cite, « La République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires et souligne l'entière responsabilité de l'Afghanistan à cet égard. » Le ministère a également déclaré que les dirigeants afghans n'ont pas respecté leurs engagements et n'ont pas coopéré suffisamment pour garantir les droits légaux de l'Iran en matière d'eau. Il qualifie la situation d'inacceptable et juge contradictoire et fausse la déclaration des autorités afghanes selon laquelle le manque de précipitations et la sécheresse seraient responsables de la baisse du niveau du fleuve. Le porte-parole du gouvernement afghan, de son côté, Zabiullah Mujahid, a déclaré sur Twitter que l'Afghanistan était déterminé à remplir ses obligations, mais a critiqué les déclarations inappropriées de l'Iran, soulignant qu'elles pourraient nuire aux relations entre les deux pays. Mujahid faisait référence à l'avertissement du président iranien Ebrahim Raisi, qui a demandé à l'Afghanistan de laisser couler l'eau de la rivière vers son pays, en exhortant Kaboul à prendre au sérieux cette mise en garde afin de ne pas se plaindre par la suite. Voilà, donc on sent que, y compris du côté de l'Afghanistan, les Iraniens sont décidément très en forme en ce moment. En Israël, la protestation persiste et s'intensifie. Samedi 20 mai, une foule est descendue une fois de plus dans les rues pour exprimer son opposition au projet de réforme du système judiciaire proposé par Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Cela marque la 20e semaine consécutive où la population exprime son mécontentement. Les pancartes brandies par les manifestants portent des messages envers le gouvernement tels que Bibi ennemi de la démocratie ou encore le ministre du crime. La pause annoncée par le Premier ministre le 27 mars n'a pas réussi à convaincre. La mobilisation demeure, j'en ai fait état ces dernières semaines encore. Dans le cadre donc de cette lutte qui vise, qui est en fait un conflit assez partagé, puisque d'un côté il y a un gouvernement Netanyahou qui cherche à mettre fin, disons, au gouvernement des juges, c'est-à-dire en abaissant les cours suprêmes. Faudrait peut-être que je fasse une émission de détail là-dessus, sur la façon dont on a multiplié les cours suprêmes dans des démocraties parlementaires où jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, on estimait que c'était les parlements
qui étaient eux la Cour suprême en fait, et la création de ces cours suprêmes qui ont leur légitimité, mais qui en même temps, dans certains pays, peuvent donner l'impression de diminuer la capacité du Parlement, et dans des régimes parlementaires, c'est un petit peu plus compliqué que dans un régime comme le régime américain, qui était plus de séparation stricte. Et par ailleurs, le gros problème, c'est que Benjamin Netanyahou a des affaires de corruption sur le dos, et que naturellement, quand quelqu'un qui a des affaires de corruption sur le dos cherche à faire une réforme du système judiciaire, on a toujours l'impression que c'est pour s'en défaire, d'où aussi c'est la lutte politique acharnée qui se conduit actuellement en Israël. En Afrique, en Tunisie, le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné lundi à 1 an de prison pour apologie du terrorisme, selon son avocate Monia Bouali. Principale opposition au président Kaïs Sayed, l'homme âgé de 81 ans avait été arrêté le 17 avril et placé sous mandat de dépôt à la suite de déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda étaient éliminés. Donc tout ceci, ça confirme ce que je dis depuis un moment, c'est-à-dire que la Tunisie, depuis la chute de Ben Ali, est elle aussi dans une phase classique de révolution nationale. Et Ghannouchi en Tunisie, c'est l'équivalent de ce qu'avait été Mohamed Morsi en Égypte. Et tous les deux, donc c'est le type très qui est en pointe de l'aspect révolutionnaire, qui était à chaque fois l'islam politique, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, hein, la mouvance des frères musulmans, et qui est arrêté derrière par un dirigeant beaucoup plus laïque, autoritaire, que ce soit Sisi en Tunisie ou Kaïs Sayed Sisi en Égypte ou Kaïs Sayed en Tunisie. Donc on est sur le même mouvement. Bon, la différence, c'est que Ghannouchi n'a pas été condamné à mort, ça en est sur quelque chose de plus souple, mais c'est très intéressant de voir que même trajectoire, quoi. Au Nigeria, plus de 3000 personnes ont été déplacées cette semaine dans le centre du pays à cause d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait une centaine de morts, et 85 personnes ont été tuées selon les autorités et des sources locales. Depuis lundi, plusieurs villages dans le district de Mangou ont été la cible de raids par des hommes armés, après 2 semaines de tension résultant du meurtre d'un fermier suivi d'actes de représailles entre communautés. Les affrontements violents ont éclaté entre des fermiers et des éleveurs suite au meurtre d'un agriculteur sur son champ il y a 2 semaines, suivi du meurtre d'un éleveur par des proches de l'agriculteur, a déclaré Juni Bala, une responsable du service national des urgences de l'État. La police locale a annoncé jeudi matin l'arrestation de 5 personnes en relation avec ces violences, ajoutant que les forces de sécurité avaient été déployées et que le calme était revenu. Les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria sont souvent le centre de conflits et de tensions liés à l'exploitation des terres et des ressources en eau entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs. Cette série de meurtres suivis de représailles a donné lieu à une criminalité plus généralisée dans la région, avec des gangs qui mènent des attaques ciblées dans les villages, commettent des enlèvements de masse et pillent des localités. Pourquoi Alors, c'est un événement en soi, mais j'ai tenu à en parler un petit peu, en particulier parce que c'est très intéressant. Ça rappelle que dans des pays d'Afrique très importants, et le Nigeria sera probablement le pays d'Afrique le plus peuplé à la fin du siècle, eh bien, vous avez des événements comme ça, des affrontements qui relèvent des affrontements sociaux, des choses qui normalement sont négociées dans le cadre d'accords politiques, et qui sont de très primaires, hein, c'est-à-dire un conflit entre agriculteurs, les éleveurs d'un côté et les fermiers de l'autre, ça fait 85 morts et des milliers de déplacés. Donc il faut imaginer les défis auxquels l'Afrique sera encore confrontée, parce qu'on est vraiment sur des problématiques là, qui sont des problématiques d'ancien régime, voire médiévales, entre communautés. Et un des aspects qui fait aussi la difficulté, c'est que très souvent en Afrique, j'ai pas vérifié pour ce cas-là, mais je pense que ça doit être un fait qui doit être derrière. Il y a souvent, quand il y a des affrontements en Afrique entre éleveurs d'un côté et fermiers de l'autre, en réalité ce sont des affrontements ethniques qui relèvent de vieilles cultures ethniques différentes, puisque vous avez des cultures d'éleveurs et des cultures d'agriculteurs qui pendant des siècles se sont battus, avec des éleveurs qui étaient souvent nomades et qui avaient tendance à piller et attaquer les fermiers eux-mêmes. Et donc ça fait partie de conflits vraiment de base, qui sont généralement parmi les premiers à être résolus par un État en construction, dans l'histoire de la construction des États. Et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'endroits en Afrique, même de nombreux endroits, où ces problématiques extrêmement basiques dans la constitution de la construction d'États fonctionnels ne sont pas réglées du tout. Et donc ça
voilà, ça renvoie une idée importante sur la compréhension de la maturité ou l'immaturité politique d'un certain nombre d'États, y compris d'États qui sont dans des périodes de croissance démographique absolument colossales, comme c'est le cas du Nigeria. Il faut en avoir conscience. Au Soudan, les belligérants ont conclu un accord pour un cessez-le-feu de 7 jours, d'après des sources au sein des équipes de négociation, alors que les combats ont plongé le pays dans le chaos et fait des milliers de déplacés. Les combats entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont entraîné donc un effondrement de l'état de droit. Les stocks de nourriture, d'argent liquide et de produits de première nécessité s'amenuisent très rapidement. Les banques, les ambassades, les usines et les dépôts ont subi des pillages massifs. Le nouvel accord prévoit un cessez-le-feu de 7 jours qui doit débuter 48 heures après la signature. Mais la réalité, c'est que plusieurs accords précédents de cessez-le-feu, je l'ai déjà dit la semaine dernière parce qu'il y avait déjà des espoirs de cessez-le-feu, n'ont pas été respectés jusqu'à maintenant. Notamment, les organisations humanitaires se plaignent de ne pas être en mesure de fournir de l'aide dans la capitale Khartoum, faute de garantie de sécurité pour ses convois et son personnel. On a appris, par ailleurs, que d'après des sources, je vous afficherai le thread Twitter où j'ai trouvé cette information, qui vient, semble-t-il, notamment de canaux Telegram russes. Il semble que Wagner soit en train de récupérer la plupart de ses cadres les plus expérimentés et de ses troupes les plus efficaces de Bakhmout et de l'Ukraine en général, pour les envoyer en Afrique et notamment au Soudan, probablement pour soutenir Hemedti, donc les forces de soutien rapide, et peut-être essayer de tailler définitivement un empire dans cette région-là pour en faire la base arrière véritablement de Wagner. J'ai parlé de Prigojine dans ma dernière émission sur l'Ukraine, on voit qu'il y a véritablement il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une espèce de son empire personnel grossit, et il peut chercher une assise territoriale ou une forme d'assise territoriale, notamment dans un État qui serait totalement wagnérisé au Soudan. En même temps, il laisserait les troupes inutiles ou les gens qui ne veulent pas récupérer se faire tuer à Bakhmout pendant ce temps-là. Mais voilà, donc ça risque d'être un développement qu'on suivra dans les prochains bulletins à ce propos. Je vais revenir sur Bakhmout dans un instant. Aux États-Unis, Reuters a rapporté que selon un collaborateur du Sénat et un responsable du département de la Défense, le Pentagone aurait surestimé d'environ 3 milliards de dollars la valeur des équipements envoyés à l'Ukraine. Et cette erreur ouvrirait donc la possibilité d'envoyer davantage d'armes à Kiev pour sa défense contre les formes russes pour atteindre effectivement la valeur de 3 milliards de dollars. L'erreur proviendrait d'une évaluation incorrecte de la valeur des armes prélevées dans les stocks américains et expédiées en Ukraine, d'après les hauts fonctionnaires de la défense. L'un des responsables a déclaré à Reuters: « Nous avons découvert des incohérences dans la façon dont nous évaluons l'équipement que nous avons envoyé à l'Ukraine. » Les sources ont souhaité cependant garder l'anonymat. Le responsable de la défense a également déclaré qu'il était possible que le montant surestimé de l'armement augmente à mesure que le Pentagone examine de plus en plus en détail la situation, ce qui pourrait porter le chiffre au-delà des 3 milliards de dollars. Alors est-ce que tout ceci est une espèce de manœuvre comptable pour maintenir l'aide en dépit des difficultés budgétaires? C'est une bonne question. Puisque si on dit « ouais, mais on avait surévalué », on peut continuer à envoyer sans avoir à finalement sortir de l'argent budgété. Je suppose qu'il doit y avoir une astuce comme ça, parce qu'il faut se rendre compte que cette histoire sort dans le cadre des débats, ou plutôt parallèlement aux débats budgétaires qui se tiennent actuellement aux USA, puisque l'administration démocrate et la majorité républicaine à la Chambre sont engagés dans une course contre la montre pour éviter un défaut de paiement du pays. Vous savez, c'est le fameux shutdown dont on entend régulièrement parler quand vous avez une présidence et un congrès qui ne sont pas du même bord, ce qui entraîne naturellement des discussions sur le budget et sur l'acceptation de voter les dépenses ou pas. Cette situation, cette fois-ci, pourrait survenir à partir du 1er juin avec des conséquences potentiellement désastreuses pour l'économie américaine et donc mondiale. Les républicains demandent une réduction des dépenses fédérales pour les ramener au niveau de 2022, ce qui évaudrait à une réduction de 130 milliards de dollars de dépenses. Les démocrates refusent quant à eux de franchir cette considéré comme une ligne rouge pour eux. Le président américain Joe Biden reste néanmoins confiant, d'après le porte-parole de la Maison-Blanche, ce samedi. Karine Jean-Pierre, donc porte-parole, a reconnu que de vraies divergences persistent entre les démocrates et les républicains sur cette question, et Joe Biden lui-même a déclaré lors du sommet du G7 à Hiroshima qu'il pensait toujours que le pays serait en mesure d'éviter un défaut de paiement tout en reconnaissant les défis et les différences qui subsistent entre les deux parties.
Par ailleurs, les États-Unis ont finalement donné leur accord pour que l'Ukraine puisse obtenir des avions de guerre F-16. Il ne s'agit pas pour eux de les fournir directement, mais vous savez, c'était comme pour l'Allemagne qui avait dû donner l'accord pour que soit fourni des léopards de la part de ceux qui avaient des léopards allemands, hein, puisque quand vous vendez des armes, vous avez des contrats sur la sous-location ou la revente. Il y a des limitations contractuelles. Et donc là, on était dans le même cas pour les États-Unis, et les États-Unis viennent de décider de lever ça. Le F-16 est considéré comme l'un des avions de chasse les plus utilisés et redoutés au monde, puisqu'il est rapide, polyvalent et plus performant normalement que les avions actuellement utilisés par l'armée ukrainienne, même si il faut savoir de quel F-16 on parle et que là-dessus ça reste quand même assez flou, puisqu'il y a des vieux F-16 qui datent des années 70-80, qui sont vieillissants, qui ne sont pas forcément du matériel très à jour et très efficace dans le contexte de la guerre aérienne aujourd'hui. Et il y a aussi les F-16V, qui sont les F-16 des années 2010, donc qui eux sont au niveau, mais vraisemblablement, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que les pays qui vont commencer à fournir leurs armements vont commencer à déstocker les armes les plus vieilles dont ils ne se servent plus. Hein. C'est le côté vide-grenier de cette guerre. Donc le président Volodymyr Zelensky, qui réclamait depuis des mois le soutien de ses alliés occidentaux pour obtenir ces avions, peut néanmoins s'en satisfaire, mais à voir ce qui va lui être effectivement donné. Les pays européens qui sont intéressés à ces dons auront donc la possibilité d'envoyer leurs avions F-16 à l'Ukraine, et cette décision pourrait cependant marquer un tournant dans le conflit, parce que quand on fournit tels avions, après, une fois qu'on a fourni des avions, on peut fournir d'autres avions de meilleure qualité. C'est ça aussi qui est important. Et ça permettrait notamment de mener des opérations de chasse aérienne et de neutraliser les systèmes radars pour aveugler les défenses antiaériennes russes. Les États-Unis, quant à eux, ne fourniront donc pas leurs propres avions pour le moment, mais les pays qui semblent intéressés par cette fourniture sont la Norvège, le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, qui pourraient donc transférer leurs avions à l'Ukraine. Mais vous voyez, par exemple, les Pays-Bas, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient mettre certains de leurs avions à disposition de Kiev, mais c'est parce que leur flotte est vieillissante et qu'ils veulent les remplacer par des F-35. Donc c'est pour donner des vieux appareils. Voilà, c'est important, mais c'est pas du dernier cri, quoi. Petite rubrique dédollarisation, je trouvais ça amusant. D'après un article du Washington Post, Alejandra Conconi, directrice générale de la Chambre de commerce Argentine-Chine, affirme que les entreprises argentines paient désormais en yuan pour plus de 50% de leurs achats d'ordinateurs, de téléphones portables, de textiles et de pièces de moto fabriquées en Chine. Les experts expliquent que cette situation s'explique par la grave crise économique qui sévit dans le pays. L'inflation augmente d'environ 10% par mois, la monnaie locale, le peso, perd rapidement de sa valeur, et les réserves de devises étrangères, notamment en dollars, s'amenuisent. Ce n'est donc pas seulement le capital qui fuit le pays, les personnes qui ont les moyens financiers quittent également l'Argentine, et il y a une énorme vague d'émigration parmi les personnes qui disposent de ressources pour partir ailleurs avec leur argent en évitant l'inflation locale. Comme au Venezuela, l'Argentine a perdu de nombreux entrepreneurs et des personnes souhaitant vivre dans un système plus fiable. Et donc face au manque de dollars, le gouvernement s'est tourné vers le yuan. En avril, Buenos Aires a annoncé son intention d'acheter en yuan des biens d'importation en provenance de Chine d'une valeur de 1 milliard de dollars américains. Cette mesure a par ailleurs été rendue possible grâce à la mise en place d'une ligne de crédit avec la Chine. Par la suite, les achats en yuan devraient atteindre 790 millions de dollars par mois. Alors, pourquoi rubrique des dollarisations ? Parce qu'évidemment, on va dire, du coup, il ne paie plus en dollars, il paie en yuan directement, c'est plus bon. Simplement, une fois encore, ça vous montre que c'est un pays qui a de graves difficultés financières, qui décide d'acheter directement en yuan aux frais de la Chine parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter les dollars. Si l'Argentine avait encore les moyens d'acheter les dollars, sans doute qu'elle éviterait plutôt de payer directement en yuan. Donc ça renvoie quand même à la question que jusqu'ici, les pays plus ou moins en défaut de paiement ou en limite de défaut de paiement sont quand même surreprésentés dans cette espèce de club de dédollarisation, ce qui pèse sur l'aspect véritablement significatif de ces basculements les uns après les autres. En parlant de ça, au Venezuela, le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré ce lundi 15 mai que son pays ne réintégrerait pas l'Organisation des États américains, 3 ans après l'avoir quitté en raison de divergences multiples dont on se souvient. Il a affirmé que le Venezuela continuerait de privilégier d'autres organisations régionales telles que l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et l'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique. En avril 2019, Nicolás Maduro avait retiré son pays de l'OEA en raison de désaccords multiples, notamment après que l'organisation avait remis en question sa réélection en 2018 en ne reconnaissant pas son gouvernement.
Toutefois, récemment, le président colombien Gustavo Petro a plaidé en faveur de la réintégration du Venezuela au sein de l'OEA. Les deux chefs d'État avaient discuté de ce sujet en novembre dernier, mais aucune conclusion favorable n'avait été atteinte. En Europe, en Ukraine, sur les indices de le fonctionnement de l'offensive, je renvoie au dernier live. Wagner a affirmé avoir achevé de prendre Bakhmut. Les Ukrainiens ont dit avoir encore tenu plusieurs points dans la ville. Il semble néanmoins que, effectivement, la ville ait été prise. Ce qui donne à interpréter finalement le mouvement qui a eu lieu d'avancer autour de Bakhmut sur les flancs, notamment des Ukrainiens ces derniers jours. L'interprétation suivante, il s'agissait vraisemblablement, plutôt qu'une véritable offensive pour tenter de contrer la prise de Bakhmut, d'offensive qui visait à dégager la ville pour permettre aux défenseurs qui restaient encore de sortir, et donc évacuer et donc abandonner la ville aux Russes. Donc vous voyez, c'est typiquement quand je vous dis que techniquement c'est difficile à analyser, c'est que c'est très difficile d'interpréter au jour le jour ce genre d'action quand vous ne savez pas exactement ce que veulent faire, ce que cherchent à faire les Ukrainiens. En l'occurrence, s'ils cherchaient à réavancer pour faire une offensive là contre les Russes, ou bien s'ils cherchaient à se dégager, en l'occurrence, finalement semble-t-il qu'ils cherchaient à se dégager, à voir maintenant les implications que ça aura sur la suite du conflit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté Prigojine, ça va lui permettre médiatiquement d'affirmer avoir remporté la seule victoire véritable depuis qui a été remportée par les Russes depuis un moment. Victoire qui doit quand même être considérée pour ce qu'elle est, puisque l'armée russe et Wagner ont mis 9 mois à s'emparer de cette localité qui faisait 70 000 habitants à la base. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il s'est absolument rien passé, puisque ça a aussi été un point de fixation, c'est devenu une espèce de petit Verdun ukraino-russe, donc le fait que les Ukrainiens se retirent à la fin a évidemment une signification, et donc évidemment c'est une victoire au moins d'image pour la Russie, qui permettra surtout de créditer encore plus Wagner dans le système politique russe, et là encore sur les luttes de pouvoir qu'il peut y avoir. Je renvoie au dernier live que j'ai fait, et sans doute on aura maintes occasions d'en reparler. Et à propos d'Ukraine justement, l'Allemagne accueille un peu plus d'1 million de réfugiés ukrainiens. Elle est devenue le premier pays d'accueil en Europe. Rien qu'autour de Berlin, il y en a 68 000 qui sont enregistrés, et le nombre des demandeurs d'asile d'autres pays aurait sensiblement augmenté également. En Serbie, des dizaines de milliers de manifestants ont pris part à une protestation sans précédent depuis la chute de Milosevic il y a 23 ans, en formant une colonne de 4 km. L'opposition au régime du président Alexander Vučić a rappelé à une troisième manifestation en 2 semaines pour protester contre la violence. Leur demande comprenne la démission de hauts fonctionnaires et la fermeture des médias diffusant un contenu violent, selon les journalistes présents à Belgrade de RFI. Les manifestants réclament la démission du président alors que le cortège avançait. Certains d'entre eux décidaient de bloquer l'autoroute, ont installé des tentes. Parmi les manifestants, on voit des jeunes gens qui expriment leur volonté de rester jusqu'à la démission du président Vučić et jusqu'à ce que leur demande soit satisfaite. Le président Vučić, vous savez, je vous avais déjà parlé, il y avait déjà eu une manifestation la semaine dernière. Le président Vučić reste sur sa position, c'est-à-dire il continue de qualifier ces manifestations de coups politiques, et il annonce une contre-manifestation de ses partisans pour le 26 mai qu'il présente ou qu'il annonce comme étant le plus grand rassemblement de l'histoire serbe. Nous verrons ce qu'il en aura été lors du prochain bulletin. En Asie, la Chine a déclaré qu'elle n'assisterait pas à la prochaine réunion du G20 sur le tourisme prévue sur le territoire himalayen contesté du Cachemire indien en l'occurrence, puisque c'est l'Inde qui organise le G20 cette année. La Chine et le Pakistan ont tous deux condamné l'Inde pour avoir organisé cet événement au Cachemire, qui est à majorité musulmane, et une région donc qui est disputée entre New Delhi et Islamabad. Je rappelle que les deux pays revendiquent la région dans son intégralité, mais n'en gouvernent que certaines parties, et qu'ils ont mené 3 guerres depuis l'indépendance du Royaume-Uni en 1947 sur le Cachemire. L'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, bien sûr. L'Inde, qui assure cette année la présidence du G20, a organisé une série de réunions à travers le pays. Il y en avait eu une à Goa, j'en avais parlé il y a quelque temps. Mais le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a indiqué: la Chine est fermement opposée à la tenue de tout type de réunion du G20 en territoire contesté et n'assistera pas à de telles réunions. Je rappelle également, parce que c'est ce que je dis tout le temps à propos de la Chine, de l'Inde et du fait que le Cachemire est très important, je rappelle qu'au Gilgit-Baltistan, qui est la partie
occupée par le Pakistan du Cachemire, il y a le corridor sino-pakistanais qui passe. Et je rappelle qu'en 2019, lorsque New Delhi a changé le statut de l'État du Jammu et Cachemire, qui est en fait le Cachemire occupé par l'Inde, qu'elle a mis fin à son statut spécial et l'a transformé en territoire fédéral, en terre d'empire quelque part, c'est-à-dire dirigé, administré directement par la capitale, cela a créé une crise avec l'Inde, avec la Chine, pardon, puisque ce territoire est en limite du territoire chinois, et que naturellement ça a inquiété les Chinois parce que ça peut menacer à la fois le territoire chinois, notamment l'Aksai-Chin, que les Chinois ont conquis lors de la guerre de 1962, et le Gilgit-Baltistan de l'autre côté. Donc ça avait entraîné l'avancée des Chinois, la tentative de prise de position sur la ligne de contrôle plus favorable à la Chine, donc de grignotage du territoire contrôlé par l'Inde, et finalement à la confrontation mortelle de juin 2020 qui avait fait plusieurs dizaines de morts côté chinois et côté indien. L'Inde a répondu à cette objection aujourd'hui en affirmant qu'elle était libre de tenir des réunions sur son propre territoire et donc en réaffirmant son contrôle sur son territoire. Et précisément, 3 ans après ce conflit de 2020, les deux armées se font toujours face sur le toit du monde et l'Inde a accéléré la construction d'infrastructures civiles et militaires clés le long de sa frontière contestée avec la Chine. Elle construit notamment un tunnel à Zojila de près de 9 km, qui est un tunnel donc sous les montagnes himalayennes, qui doit relier le Ladakh au reste du territoire de l'Inde pour faciliter par tout temps le déploiement de troupes et de matériel de manière rapide, puisque dans ces zones élevées, c'est un des endroits les plus inhospitaliers du monde pour faire une guerre, et donc il faut avoir des solides moyens logistiques. Le tunnel devrait être pleinement opérationnel en 2026, ce qui risque d'être une autre incitation pour les Chinois à bouger le plus vite possible avant que ce tunnel soit opérationnel. Au Pakistan, de l'autre côté, la crise entre le gouvernement et l'armée, et Imran Khan, donc, ne montre aucun signe de désescalade. Au contraire, la situation s'intensifie. L'ancien Premier ministre, qui avait été arrêté le 9 mai par un tribunal d'Islamabad, puis placé en détention, puis libéré 2 jours plus tard suite à une décision de la Cour suprême, voit sa résidence à nouveau encerclée. Les forces de l'ordre estiment depuis le 17 mai, jour où elles ont commencé à l'encercler, que sa résidence abriterait 40 personnes soupçonnées d'avoir participé à la destruction de biens publics et militaires après son arrestation, puisque son arrestation avait provoqué une immense vague de colère dans le pays, et la répression gouvernementale qui a suivi a fait au moins 10 morts, et plus de 4000 personnes ont été arrêtées. Imran Khan a été à nouveau convoqué le 23 mai par le National Accountability Board dans le cadre de son enquête pour corruption, toujours la même chose. Plus tôt vendredi soir, donc 19 mai, Khan a déclaré qu'il ne se conformerait pas à une demande des autorités de quitter sa résidence afin qu'elle puisse effectuer une recherche approfondie des personnes accusées d'avoir attaqué des installations militaires lors des manifestations. Et il a indiqué que probablement qu'on allait essayer encore une fois de l'arrêter. Il faut savoir que désormais, politiquement, la Cour suprême est elle-même un petit peu contestée au Pakistan, puisque les gens expliquent qu'elle a sauvé la peau d'Imran Khan en fait. Le chef de l'armée pakistanaise, le général Asim Munir, a déclaré que les autorités avaient engagé des procédures judiciaires en vertu de lois militaires strictes contre les personnes impliquées dans les récentes attaques contre les installations militaires à la suite de l'arrestation de l'ancien Premier ministre, notamment une caserne de Lahore, la capitale de la province du Pendjab, qui a été la plus touchée par les violences manifestations, et donc la caserne, il a été mis le feu par les manifestations à la caserne. Naturellement, s'attaquer à l'armée au Pakistan est quelque chose, peut-être plus qu'ailleurs, qui est très mal vu, ou en tout cas qui a des conséquences politiques extrêmement fortes, puisque le rôle politique de l'armée reste très important dans ce pays. Et un dernier mot à propos du Gilgit-Baltistan, justement, point chaud très probable, puis au barycentre du Pakistan, de la Chine et de l'Inde. Alors que les partisans d'Imran Khan donc, ont fait des ravages dans tout le pays, je disais, après l'arrestation de ce dernier, les agences d'État ont lancé donc une répression massive, je vous l'ai dit, qui a fait des morts et des milliers d'arrestations. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a publiquement juré d'écraser les voix dissidentes. Il a indiqué donc que ces actions étaient intolérables, mais le gouvernement a aussi arrêté le ministre en chef et d'autres ministres du gouvernement du territoire du Gilgit-Baltistan,
Alors que, disent les médias que j'ai pu consulter, qui sont des médias indiens, donc des médias partisans, il faut s'en rendre compte, mais bon, ce sont les seuls qui en ont parlé, aucun n'aurait été impliqué dans des actes répréhensibles. Mais ça me paraît pas tout à fait absurde, puisque, comme je l'ai déjà dit, il y a eu plusieurs histoires d'agents de sécurité du Gilgit-Baltistan qui auraient lutté contre la police pour défendre Imran Khan ou ses partisans. Et par ailleurs, le Gilgit-Baltistan, encore je renvoie à ce que je dis depuis un moment, depuis des semaines, ça ne semble pas s'être arrêté, connaît des manifestations dans lesquelles la population a pu notamment demander la réunion du territoire à l'Inde en pensant que ce serait économiquement plus favorable que d'être à moitié exploité entre Chine et Pakistan. Donc voilà, on voit toujours que le Gilgit-Baltistan revient en plus dans cette histoire de politique intérieure pakistanaise, ce qui accroît les chances ou les risques qu'il y ait des troubles de ce côté-là. Voilà pour le bulletin de cette semaine. Je vous dis à bientôt pour d'autres formats, et d'ici là, ne vous laissez pas faire.